Bonjour à tout le monde, Ania Chimnika. J'ai déjà passé 4 ans en Corée, mais il y a 25 ans, et je ne suis pas capable de parler plus en coréen, donc je vous demande de m'en excuser, mais c'est que je suis probablement trop paresseux. Monsieur le Président, merci pour vos mots d'introduction. Je voudrais dire que, vous savez, en France, en général, on donne plutôt les cadeaux à la fin pour être sûr qu'ils ont été vraiment mérités. Là, c'est un peu dangereux de me le donner avant. Enfin, merci de toute façon, et je vais essayer d'être à la hauteur du cadeau que vous m'avez offert si gentiment. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que j'espère que nous allons pouvoir avoir un vrai échange et une discussion, parce que j'aimerais aussi qu'on ait un moment où vous puissiez me poser des questions. Peut-être que je pourrais vous en poser aussi, parce que je crois que c'est toujours important de discuter. Il n'y a pas un modèle français unique à imposer, à transposer, qui serait valable pour la Corée. Il y a des expériences en France, il y a des expériences en Corée, et je crois que c'est toujours extrêmement utile pour tout le monde d'échanger. Et si vous permettez, je vais commencer en suivant le modèle coréen, en enlevant ma cravate. C'est plus confortable. Bien. Y a-t-il un modèle français? C'est d'abord la première question que je me suis posée. Je disais qu'il n'y a pas un modèle absolu, il n'y a pas des choses qu'on puisse copier d'un pays à l'autre. Cela dit, je pense quand même si ce n'est pas très modeste, qu'il y a un modèle français dans le sens où la France est quand même un pays assez particulier. Nous avons une longue histoire, nous avons une grande tradition d'administration, et je pense que ça a contribué à développer tout un tas de fonctionnements qui sont peut-être pas uniques, mais qui sont assez spécifiques à la France. Si on compare même avec d'autres pays européens avec lesquels nous partageons beaucoup de choses, l'Allemagne, l'Italie sont des pays jeunes, datent du 19e siècle, même l'Espagne, l'Angleterre sont des pays beaucoup plus divers. L'Écosse deviendra peut-être indépendante l'année prochaine, qui sait, alors que la France est en Europe le pays qui a la plus longue tradition administrative et la plus longue histoire, et qui s'est construit une vraie identité nationale dans l'histoire. Alors de cette longue histoire, je retiendrai peut-être deux points majeurs que j'essaie de décliner dans certains aspects du modèle français. D'abord, la reconnaissance d'un rôle important pour l'État, pour le gouvernement. C'est un point qui fait débat actuellement. Ça n'est pas une position partagée dans tous les pays, mais il y a un vrai consensus en France, droite et gauche, pour dire que le gouvernement, l'État, a un rôle majeur à jouer dans l'organisation de la société. Et puis le deuxième caractéristique forte, elle renvoie peut-être à notre devise nationale qui date de la Révolution française, donc liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, tout le monde est plus ou moins d'accord, quitte à assister plus sur l'un ou l'autre. Fraternité, c'est spécifique à la France. Fraternité, ça veut dire aussi solidarité. Et il y a cette idée qui, là aussi, est quand même très répandue dans toute la société française, qu'on ne doit pas abandonner quelqu'un, que tout le monde doit se voir offrir sa chance. Ça se traduit dans l'éducation gratuite pour tous, ça se traduit dans notre système de santé où tout le monde doit avoir accès aux soins, ça se traduit dans tout un tas d'initiatives. Donc cette idée que la société dans son ensemble est responsable de permettre à chacun des individus de vivre dans les meilleures conditions. Alors dans le modèle français, s'il y a un modèle français, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de sujets qu'on pourrait discuter. J'ai parlé par exemple de notre système d'organisation administrative, de la centralisation. On y reviendra si vous avez des questions, mais je voudrais développer un peu plus deux aspects à moyen important du modèle français et deux aspects qui sont tout à fait d'actualité, qui ont fait l'objet de débats importants en France. Le premier,
ça concerne, je dirais, les droits de l'homme en général au sens politique, la place de l'individu dans la société, le multiculturalisme, la laïcité. Et puis le deuxième, je reviendrai plus tard, c'est plus les droits sociaux, couverture sociale, chômage, santé, avec les problèmes que nous rencontrons maintenant dans la crise économique. Sur les questions de droits de l'homme, bon, la France aime dire qu'elle est la patrie des droits de l'homme. Nous sommes heureusement pas les seuls et il y avait eu des initiatives importantes avant la Révolution française dans d'autres pays, bien entendu, mais ça reste quand même une valeur forte que nous essayons de défendre. L'idée de base en France, qui n'est pas partagée partout, c'est que dans la société française, il y a l'État et il y a l'individu. Et pour nous, ce qui est important, c'est les droits de l'individu. Les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Chacun a des droits individuels. Par contre, nous ne reconnaissons pas a priori de droits pour les groupes. Chaque individu a le droit d'adhérer à un groupe ou pas, de croire à une religion ou pas, mais nous ne reconnaissons pas d'autres échelons pour imposer des règles aux membres d'une association ou d'un groupe quelconque. Donc, par exemple, chaque individu a des droits à lui. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut traiter tout le monde exactement de la même façon, mais si on fait des différences, elles doivent être justifiées par des critères objectifs. Quelqu'un qui a moins de moyens aura un traitement différent de quelqu'un qui est plus riche. Quelqu'un qui est malade sera traité différemment de quelqu'un qui est en bonne santé. Par contre, nous n'acceptons pas l'idée qu'on dise quelqu'un qui est de couleur ou qui est d'origine arabe ou d'origine coréenne a, pour cette raison-là, plus de droits qu'un autre. Par exemple, il y a évidemment du racisme en France, ça existe comme partout. On essaye de combattre le racisme, mais certains disent pour combattre le racisme, il faut mieux le connaître, savoir combien il y a d'incidents et donc pouvoir faire des statistiques sur une base ethnique et classer les gens selon leur origine ethnique. C'est illégal en France. Vous n'avez pas le droit de faire des statistiques dans lesquelles vous indiquez telle personne est française de souche, telle personne est d'origine arabe, telle personne est d'origine africaine. C'est interdit en France puisqu'on ne doit pas faire de différence entre les gens sur la base de leur origine ethnique. Donc le multiculturalisme pour les Français, c'est bien entendu le droit pour chacun de garder sa culture et ses traditions, mais pas le gros droit pour le groupe d'imposer ses règles à l'ensemble de ses membres. Le débat est devenu assez aigu dans les dernières années concernant le rapport avec les religions, et notamment parce que nous avons eu en France un développement assez important du nombre de musulmans. Et un certain nombre d'entre eux ont réclamé des aménagements, de nouvelles règles pour mieux pouvoir pratiquer leur religion. Et là, nous avons un principe que nous appelons le principe de laïcité en France. La laïcité, ça veut dire chacun a le droit, évidemment, de croire dans la religion qu'il veut, a le droit de pratiquer sa religion, mais évidemment, la religion reste du domaine privé et on ne peut pas imposer des règles à tout le monde en raison de motifs religieux. Vous avez peut-être entendu parler du débat qu'il y a eu en France sur la question du port du voile par les femmes musulmanes. Porter le voile chez soi, dans la rue, que ce soit pour des raisons religieuses ou pour des raisons de suivre la mode, c'est une liberté individuelle évidente et il n'y a aucune raison d'interdire. Mais porter le voile et en faire un signe d'appartenance religieuse à l'école, par exemple, ou dans une enceinte publique, là, on est à la limite, car ça peut être interprété comme une sorte de propagande, notamment vis-à-vis des enfants. Si c'est un foulard ordinaire, après tout, beaucoup de femmes en portent, pour quelles qu'en soient les raisons, même les religieuses catholiques, qu'on revoile, après tout. Par contre, s'il s'agit de ce qu'on appelle le niqab, c'est-à-dire vraiment le voile intégral qui laisse uniquement une fente pour les yeux, là, l'idée c'est qu'en France, c'est une tradition qui est attentatoire à la dignité des femmes. Donc il y a eu 2 lois en France, une pour interdire le voile intégral, y compris dans l'espace public, sur la rue,
à la limite, d'ailleurs, à la fois pour des questions de dignité des intéressés et puis aussi de sécurité, qu'on puisse identifier des individus dans la rue, et une deuxième loi pour le voile ordinaire, je dirais, qui l'interdit dans des lieux publics et dans des services publics. Et c'est l'équilibre qui a été trouvé après de nombreuses discussions pour essayer de concilier les différentes exigences. Et bien évidemment, même si en pratique, c'est l'islam qui est essentiellement concerné, les lois parlent d'interdiction de signes religieux, quelle que soit la religion, bien évidemment. C'est un choix qui a été fait. L'idée, c'est à la fois de préserver la cohésion de la société, qui est vraiment une société unique et pas des groupes, et puis également aussi de s'assurer quand même du respect des libertés individuelles, car il y a quand même une forte suspicion que dans de nombreux cas, en tous les cas, une femme musulmane qui porte le voile ne le fait pas de sa propre volonté, mais le fait aussi probablement parce que son père, son mari, l'y oblige. Et finalement, maintenant, ces lois sont appliquées sans trop de difficultés. Il y a extrêmement peu de cas de condamnation. Le sujet reste délicat, mais pour l'instant, en tout cas, les choses se passent plutôt bien en France sur ce plan. Rapidement, maintenant, simplement pour bien vous montrer que le problème ne vise pas spécifiquement l'islam, mais concerne le rapport avec les religions ou les philosophies dans tous les domaines, je vais dire deux mots d'une controverse récente qu'il y a eu en France, qui impliquait des positions notamment de l'Église catholique. Comme le président Hollande l'avait promis dans sa campagne électorale, le gouvernement a déposé un projet de loi pour ouvrir le mariage à tous les couples, c'est-à-dire aussi aux couples de même sexe. Et il y a eu une opposition très forte de l'ensemble des églises, en tout cas des hiérarchies des églises, notamment de l'Église catholique. Mais la position a été très claire, les églises ont le droit de s'exprimer, comme tout citoyen dans la société, mais la loi est votée par le Parlement, ça n'est pas l'Église qui décide, aucune des églises qui décide, et donc il y a eu des débats, il y a eu des manifestations, mais il y a eu un vote du Parlement, et maintenant la loi est votée, et elle sera appliquée, et je suis assez confiant qu'elle sera appliquée sans finalement de difficultés particulières, parce que c'est en général ce qui se passe chez nous. Alors je n'ai pas de ces sujets parce que ce sont des sujets qui ont quand même beaucoup agité la société française, et le président Hollande, depuis 1 an qu'il est au pouvoir, donc a fait passer cette loi et cette mesure importante. Mais je vais maintenant en revenir peut-être aux problèmes sociaux au sens plus traditionnel du terme, en lien avec la crise économique. Alors dans ce domaine, si vous lisez un peu les journaux internationaux, le Wall Street Journal, le Financial Times, on va vous expliquer que la France est dans une situation économique dramatique et que c'est parce qu'elle a un modèle social trop généreux. Alors d'abord, il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans les journaux. Et puis, non, je vais développer un peu tout ça. Nous avons un modèle social qui est un modèle social tout à fait généreux. Je mentionnais l'éducation gratuite et universelle, la santé également. Et en France, si vous êtes malade, et même pour des maladies graves, on vous soigne, même si ça coûte très cher, et on ne vous demande pas votre carte de crédit à l'entrée à l'hôpital. Et je crois que tout le monde reconnaît que nous avons un système de santé qui est dans les meilleurs au niveau mondial, et la population française a, dans les statistiques, espérance de vie et autres, des résultats qui sont extrêmement satisfaisants. Nous avons une politique familiale qui est assez généreuse aussi, avec des aides aux familles de différentes sortes, une politique aussi qui d'ailleurs favorise le maintien des femmes dans l'emploi, leur permet de garder leur emploi quand elles ont des enfants. Et le résultat, c'est que la France est le premier pays en Europe par le taux de natalité. Nous avons une moyenne d'environ 2 enfants par femme, donc maintien de la population, alors que tous les autres pays européens sont dans une situation beaucoup plus problématique, et je ne parle pas de la Corée. Nous avons un système de retraite, nous avons un système d'assurance chômage qui sont également assez généreux et qui font que, même si ce n'est pas complètement le cas à 100% maintenant, la grande majorité des gens en France peuvent quand même avoir un niveau de vie décent, il n'y a pas de très grande pauvreté. Et ce système a également un effet économique positif, parce que si nous n'indemnisions pas le chômage ou si les retraités avaient des salaires trop faibles, en période économique, quand le chômage augmente, la consommation diminuerait encore plus. Donc ce système
a des bénéfices sociaux, mais a également un intérêt économique. Alors évidemment, le problème, c'est que ce système généreux, qui est quand même globalement défendu par tout le monde en France, il coûte cher. Et dans la situation économique actuelle, nous allons être obligés de le réformer parce qu'évidemment, il faut pouvoir le financer. Mais il est important de noter qu'en France, même s'il y a besoin de réforme, il y a globalement un consensus pour défendre ce modèle social. Et d'ailleurs, par exemple, dans le domaine des retraites, il y a eu une réforme importante faite par le précédent président, M. Sarkozy, qui est un président de droite. Il va y avoir une réforme faite par M. Hollande, qui est un président de gauche. Mais même M. Sarkozy, quand il a présenté sa réforme, l'a justifié en expliquant il faut repousser l'âge de la retraite, il faut être plus restrictif, mais c'est pour défendre le modèle social français. Il n'a pas proposé de bouleverser ce modèle. Nous avons un système de retraite qu'on dit par répartition. La droite en France ne remet pas en cause ce système, contrairement à d'autres pays. Et quand M. Hollande va faire sa réforme, il a déjà commencé à préparer, il va y avoir des sacrifices financiers, mais il explique aussi que c'est pour défendre les principaux principes du système. Donc globalement, nous avons quand même un consensus politique, pas sur tous les détails, mais un consensus politique sur le fait que ce modèle social mérite d'être défendu en France. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux présidents, qu'il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche en France. La droite insistera plus sur les restrictions économiques, la gauche insistera plus sur des augmentations d'impôts pour mieux financer le système, mais les idées de base restent quand même assez voisines. Par contre, il y a une vraie nouveauté dans la politique de l'actuel gouvernement, du président Hollande, qui est sa volonté de réformer ces dispositifs par la concertation et le dialogue social. En France, traditionnellement, je l'ai dit d'ailleurs au début, l'État a un rôle majeur, le gouvernement décide une réforme, il la fait voter au Parlement, les gens manifestent dans la rue s'ils ne sont pas contents, mais c'est comme ça. Donc ce qu'a fait le président Hollande, c'est convoquer une réunion avec tous les syndicats, mettre les problèmes sur la table et essayer de trouver... Non, quand je dis tous les syndicats, c'est les syndicats ouvriers, bien entendu, mais c'est aussi les représentants du patronat, les associations du patronat, qui sont plusieurs en France, et on les met ensemble pour essayer de trouver un arrangement. Et le président a pris un engagement qui est, si les partenaires sociaux se mettent d'accord sur une réforme, je m'engage à faire voter une loi qui soit exactement cet accord. Alors ça, c'est très nouveau en France, c'est pas du tout dans notre tradition. La tradition, c'est les syndicats réclament des avantages en plus, le patronat dit non, et puis le gouvernement se débrouille. Là, on essaye de mettre les gens ensemble et qu'ils se mettent d'accord. Alors c'est plus difficile. Pour l'instant, le gouvernement a réussi à obtenir un accord des partenaires sociaux sur un certain nombre de réformes, sur les conditions de licenciement et l'indemnisation du chômage. Et ce texte a été approuvé par une majorité de syndicats ouvriers, par une majorité d'organisations patronales, et a été voté tel quel par le Parlement. Maintenant, il essaye dans un deuxième domaine qui est la réforme des retraites. Ça va être beaucoup plus difficile parce que c'est un secteur qui est très sensible. Le niveau des retraites dépend de cette réforme éventuelle. Il y a la France, même si elle a une démographie qui est favorable, est comme un pays qui vieillit, il y a de plus en plus de personnes âgées, donc cette question est extrêmement sensible et nous verrons bien si les partenaires sociaux arrivent à trouver un accord comme le souhaite le gouvernement. Sinon, le gouvernement légiférera, mais il préférerait qu'il y ait accord entre les patrons et les syndicats des employés, des ouvriers. Tout ça est difficile. C'est d'autant plus difficile qu'actuellement on vit dans un monde ouvert, qu'on ne peut plus dans chaque pays avoir son système indépendant sans tenir compte de ce qui se fait dans les autres pays, et que le modèle français n'est pas forcément le modèle dominant ailleurs dans le monde. Mais le gouvernement donc essaye de défendre ce système, il essaye de le faire au maximum par la négociation ou la discussion, parce que ce qui est
le plus important, au-delà de la crise économique conjoncturelle, c'est de maintenir la cohésion de la société et de ne jamais oublier que l'économie, la politique sont quand même au service du bien-être de la population. Si on arrive à maintenir un consensus large de la population, à mobiliser tout le monde, à éviter trop d'affrontements et de crispations dans la société, la France, globalement, sera mieux armée pour répondre aux défis de la crise économique. Voilà pourquoi j'espère qu'on peut être optimiste sur l'avenir de la situation en France, qu'on va essayer à la fois de dépasser cette crise économique actuelle qui existe, il ne faut pas la nier, mais sans renoncer à certains acquis qui sont tout à fait positifs et fondamentaux. Mais c'est difficile aussi pour une autre raison. Je crois que les Français vivent toujours un peu avec l'idée que la France est un grand pays très influent et que tout le monde a envie de faire comme les Français. Et quand on commence à critiquer le modèle français, ils sont perdus. Ils se disent comment peut-on oser critiquer notre modèle qui est si bon. Et il y a eu un sondage récent, assez surprenant. Et d'après ce sondage qui a été fait dans de très nombreux pays du monde, la France est le pays qui a le record de pessimisme. La France, dans beaucoup de classements, est le pays ou un des pays où la qualité de la vie est la meilleure. La France reste quand même un pays riche et très privilégié. Et quand on interroge les Français, ils sont plus pessimistes sur leur avenir que les Grecs qui sont en pleine crise économique, que les Italiens ou les Espagnols qui ont des problèmes. Ils sont même plus pessimistes que les Afghans ou les Irakiens. Donc j'espère qu'on va réussir à redresser cette image et peut-être que si j'explique aux Français que les Coréens s'intéressent à leur modèle, ça va leur remonter un peu le moral. Merci, et si vous souhaitez que nous discutions plus en détail de tel ou tel sujet, je suis à votre disposition. Derrière tout ça, nous avons quand même un vrai problème et il va falloir que nous fassions des économies parce qu'on ne peut pas continuer à financer la protection actuelle et c'est l'effort que doivent faire tous les gouvernements, de droite ou de gauche. C'est un effort difficile et l'idée c'est d'essayer de le faire de la façon la plus juste possible, mais nous ne pourrons pas continuer à maintenir ce niveau de protection, de coût social. Même si ce qu'il faut regarder d'un point de vue économique, c'est pas seulement le coût de la main-d'œuvre notamment, c'est aussi la productivité. On peut payer cher s'il y a une productivité élevée, et globalement la productivité des ouvriers français est quand même une productivité très élevée. Alors il y a tout un tas de statistiques, il y en a même qui expliquent que la productivité est supérieure à celle de l'Allemagne, il faut voir selon les secteurs. Mais il ne faut pas oublier aussi cette dimension-là. C'est pas tout à fait lié à votre question, mais je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai dîné il n'y a pas très longtemps avec un Coréen qui travaille maintenant pour une société française, après avoir travaillé pour des sociétés américaines ou anglaises. Et il m'a dit, j'étais très content parce que tout le monde m'a dit les Français travaillent 35 heures par semaine, donc ça va être très tranquille, je vais pouvoir me reposer. Et puis j'étais très surpris parce que je me suis mis à recevoir des mails le samedi, le dimanche, le soir, des responsables français. Et donc finalement, les Français, ils travaillent au moins autant que les autres, voire plus que les autres. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse des économies en France quand même, mais il faut les faire de façon juste pour qu'elles soient acceptées par tout le monde. Et il ne faut pas non plus casser quelque chose qui marche bien et qu'on ne pourra pas reconstruire après. C'est la difficulté actuelle. Alors justement, vous parlez du système des grandes écoles en France. Dans l'esprit français, c'est un exemple de ce qu'on appelle l'élitisme républicain. Il y a égalité dans la mesure où c'est des écoles qui recrutent
sur concours, et donc c'est toujours plus compliqué dans la réalité, mais a priori, tout le monde peut se présenter au concours et les gens sont sélectionnés en fonction de leurs résultats. Vous n'entrez pas dans une grande école parce que vos parents dirigent une grosse entreprise ou parce que vous êtes d'une famille plus riche ou d'une famille plus aisée qu'une autre. Alors, ça ne veut pas dire que le système est parfait. Il y a beaucoup de critiques sur le système des grandes écoles, mais il n'est pas en contradiction avec cette idée d'égalité, puisque normalement tout le monde peut passer les concours. Sur le reste, les écarts dans la société, ils ont tendance à s'accroître en France, comme dans la plupart des pays, plutôt moins, mais comme dans la plupart des pays, entre les riches et les pauvres. Et c'est d'ailleurs une des préoccupations du gouvernement actuel, puisque une des critiques que fait l'opposition au président Hollande, c'est de trop vouloir faire payer les riches. Vous avez sûrement entendu parler de la taxe à 75%, qui d'ailleurs actuellement ne s'applique pas, donc elle n'existe pas pour l'instant, puisqu'elle a été déclarée non constitutionnelle. Mais le gouvernement en France a été très critiqué en disant si vous taxez trop les riches, si vous les empêchez de gagner de l'argent, ils ne vont pas créer d'emplois et faire de l'activité économique. Et là encore, il faut trouver un bon équilibre. Il est normal que les gens qui gagnent de l'argent en fassent bénéficier l'ensemble de la communauté. Mais dans un monde où c'est vrai, les gens peuvent aller s'installer à l'étranger, il faut faire aussi attention à ce danger. Et donc, il faut aussi peut-être un peu limiter les impôts, sinon le risque c'est que les gens les plus riches, ils partent dans d'autres pays et ils vont créer les emplois dans d'autres pays. L'ambassadeur n'a pas d'opinion objective, il défend la politique de son gouvernement de toute façon. Mais non, pour donner quelques détails. D'abord, est-ce qu'il y avait un consensus? Visiblement, c'est une mesure qui plaisait parce que c'est probablement une des mesures qui ont aidé le président Hollande à se faire élire. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que la mesure s'appliquait uniquement aux gens qui gagnent plus de 1 million d'euros par an, ce qui est quand même déjà une somme très importante. C'est une mesure qui était assez populaire, largement parce que il y a eu en France, comme dans d'autres pays, des excès manifestes de responsables d'entreprises ou de banques qui se sont fait payer des salaires extrêmement importants et parfois pour un travail qui n'était pas particulièrement réussi, puisque leur banque faisait faillite et qu'il fallait que l'État vienne les aider. Dans la décision du Conseil constitutionnel, toutes les décisions de justice sont parfois un peu difficiles à interpréter, mais de mémoire, il y avait 2 éléments. Un qui concernait le calcul de la taxe. En France, vous payez des impôts par famille, et là, il s'agissait d'une taxe qui s'appliquait à une seule personne. Donc, une personne gagnait plus d'1 million d'euros, elle devait payer la taxe, et on ne calculait pas sur les revenus de l'ensemble de la famille, comme pour la plupart des citoyens. Donc il y avait une rupture de l'égalité dans le mode de calcul. Et le deuxième élément, c'était à un certain niveau qui n'est pas complètement précisé, les impôts deviennent de la confiscation et donc ils sont inconstitutionnels. Il y a les 2 éléments dans la décision du Conseil, donc vous pouvez dire à la fois que c'est parce que c'était trop élevé, mais aussi pour des questions de mode de calcul de l'impôt. Il y a eu tout un débat sur le thème « c'est bien de faire payer les banquiers qui font mal leur travail, mais comment est-ce qu'on va faire pour recruter des footballeurs de niveau international qu'il faut payer très cher ?» Alors, pour l'instant, ce que le gouvernement a prévu, c'est de faire un nouveau projet de loi, mais cette fois, la taxe ne serait pas payée par les individus, mais ce seraient les sociétés. Une banque ou une compagnie qui payerait plus de 1 million d'euros de salaire devrait elle-même payer à l'État une taxe sur ce salaire très élevé. Et en même temps,
le gouvernement a demandé aux associations patronales de réfléchir à des règles, pas obligatoires, mais des règles déontologiques de limitation des très gros salaires pour éviter aussi les scandales qu'on a pu connaître. Donc toujours la même méthode, une loi qui pour l'instant n'est pas votée, mais également l'espoir d'avoir aussi un accord volontaire des partenaires sociaux. Et pour Gérard Depardieu, on va voir combien de temps il reste en Tchétchénie avant de revenir en France. Alors, il y a eu avant l'élection présidentielle, un accord qui a été conclu entre le Parti socialiste et les Verts. Et la discussion a été particulièrement difficile sur la question de l'avenir du nucléaire. L'accord s'est fait sur ce que vous avez indiqué, qui est un engagement de campagne électorale du président de la République, c'est-à-dire limiter à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité en France, ce qui serait une modification très substantielle de la politique actuelle. Et en France, un débat important sur le nucléaire, et qui d'ailleurs n'est pas un débat droite-gauche. Vous savez peut-être qu'une bonne partie de la gauche en France, le Parti communiste et une bonne partie du Parti socialiste, sont très favorables à l'énergie nucléaire. Et puis il y a les Verts et une autre partie du Parti socialiste qui sont beaucoup moins favorables. La position du président Hollande, c'est qu'il est dangereux d'avoir une dépendance aussi importante sur une seule forme d'énergie, comme l'énergie nucléaire. Donc il faut réduire la part du nucléaire, premièrement. Deuxièmement, le nucléaire est une énergie qui a beaucoup d'avantages, et notamment qui ne produit pas de CO2 et qui donc est intéressante dans la logique de la lutte contre le changement climatique. Donc on garde quand même une part du nucléaire. Et troisièmement, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Et donc on fait tous les travaux qu'il faut pour améliorer la sécurité des centrales françaises qui n'ont jamais connu d'incidents sérieux, mais on ne peut jamais être complètement sûr d'être à l'abri de tout problème. Et il est évident que renoncer, même partiellement, au nucléaire coûte cher, parce qu'il faudra construire d'autres centrales, que le prix de l'électricité peut augmenter, et c'est une décision qui est encore plus difficile à mettre en œuvre en période de crise économique. Je ne sais pas ce que mon collègue allemand vous a dit sur la décision de Mme Merkel de renoncer au nucléaire, mais il y a de plus en plus d'interrogations sur la faisabilité de cette politique en Allemagne pour ces questions de coûts. Et on aura un problème qui ne sera pas aussi grand puisque l'engagement du président Hollande est différent, mais également un problème de financement de cette réforme. Merci à vous tous. J'espère que je peux partir avec mon cadeau. Et je serais ravi de pouvoir continuer la discussion avec ceux d'entre vous qui